sentiment d'avoir participé à une œuvre importante, humanitaire, une œuvre qui a une portée historique. Et c'est pour nous donc un devoir de rendre compte, cette chose très importante lorsqu'on a la chose publique, rendre compte et nous soumettre aux questions, aux préoccupations des apporteront le maximum d'informations nécessaires à la préoccupation. Donc, maintenant, une question. Comment on se sent? Bonsoir, mon cher Serge, bonsoir à tous les internautes. Je commencerai par dire qu'il y a un sentiment de devoir accompli. Le devoir accompli ne rime pas avec la perfection. Nous avons certes déjà par nous-mêmes vu ce que nous pouvons améliorer, mais il y a quand même un sentiment de devoir accompli. Nous nous sommes sentis comme des petites mains qui ont contribué à construire quelque chose d'utile. C'est un peu dans ce sens que je peux répondre à votre question. Donc, avec vous, je voudrais qu'on aborde un aspect qui n'est pas lié tout de suite à la distribution des dons que vous venez d'effectuer. On a la chance d'avoir deux médecins avec nous. Si je vous demandais quel est l'état de la pandémie au Cameroun aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Doc? La pandémie rendue au 22 août fait état, et là je vous donne les chiffres officiels, fait état de 18 662 cas à ce jour, de 408 décès à ce jour. Donc ça veut dire qu'avec plus de 18 000 cas positifs, avec plus de 400 décès, nous pouvons dire que la pandémie au Cameroun a un bilan triste, un bilan qui nous oblige à être vigilants, un bilan qui nous appelle au niveau du suivi Cameroun à nous mobiliser davantage. Et donc, un bilan qui nous oblige, nous, à nous montrer encore plus disponibles, comme nous disions hier, à pouvoir œuvrer pour permettre à ce que le pays sorte de là. Je ne reviendrai pas sur la gestion, n'est-ce pas, de cette pandémie par le pouvoir public, qui est un facteur explicatif de ces chiffres-là. On peut s'étendre, mais je ne le ferai pas. Mais dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc, c'est peut-être aussi, je profite de votre tribune, de votre direct, pour pouvoir lancer un appel pour que des mesures plus rigoureuses soient prises. Dans tous les cas, Suivi Cameroun, lui, apportera sa modeste contribution à ce que l'effort national permet au peuple camerounais de venir à bout de cette pandémie qui, comme j'ai dit, est officiellement à plus de 400 décès. Doc, quelles mesures supplémentaires peuvent être prises pour régler une fois pour toutes cette histoire de Covid-19 au Cameroun? Qu'est-ce qui peut être fait en plus de ce qui est déjà fait? Bien. Voilà, je pense que la modulation de votre question m'a plus apaisé parce qu'on peut régler une fois pour toutes. J'ai peur que ce soit difficile pour tout dire. Oui, on peut mieux faire. On peut mieux faire quand on regarde la panoplie des actions, des ripostes que l'État camerounais actuel a adoptées. On peut mieux faire si on se focalise et qu'on prenne l'exemple du diagnostic, par exemple. Il y a beaucoup de choses à faire dans le diagnostic. Il faut tester plus pour avoir une meilleure lecture de qu'est-ce qui se passe en matière de Covid et adapter notre réponse. Et il faut aussi adapter la réponse dans la prise en charge en permettant à plus de formations sanitaires d'être capables de prendre en charge normalement et de façon efficace les cas positifs de Covid. Rappelons-nous qu'il y a des répliques dans d'autres pays actuellement. Donc ce n'est pas si on a l'impression sur le terrain qu'il y a une moindre demande parce que l'effet de la nouveauté, l'effet de la crainte de ce qu'on ne connaît pas a entraîné une certaine affluence au départ et que cette affluence, il y a un reflux actuellement. Ne prenons pas ça comme un reflux aussi, disons-le comme ça, de la maladie. Ça veut juste dire que c'est un mouvement qui est dû à, qui tient plus de la psychologie des
population que véritablement l'État l'a managé. Il est question de savoir exactement qu'est-ce qu'il en est en passant déjà par plus de diagnostic et plus de prise en charge adaptée au niveau du territoire. Voilà quelques points qu'on peut évoquer pour améliorer les choses. Donc, Coco, est-ce qu'on peut avoir une idée de la feuille de route qui a été la vôtre dans cette deuxième phase? Alors, dans cette deuxième phase, la feuille de route a consisté à capaciter les formations sanitaires qui ne l'étaient pas jusque-là, ou du moins qui l'étaient partiellement, donc à capaciter les dites formations sanitaires en matériel médical à même de leur permettre de mieux prendre en charge la pandémie pour leurs patients, mais aussi à mieux protéger le personnel de santé. Et c'est d'ailleurs là l'une des préconditions que nous avons dû devoir respecter dans la dotation que nous avons faite pour formation sanitaire, c'est de s'assurer qu'avant même d'avoir donné du matériel pour les soins, la prise en charge, pour la fourniture en oxygène et tout ce que cela impliquait, c'est de s'assurer que le personnel de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, avaient déjà pour eux-mêmes du matériel de protection. Il est fondamental, lorsque l'on est devant une menace grave, une crise aussi importante que celle du Covid, de s'assurer que nos premiers soldats, qui sont dans le personnel médical et paramédical, eux sont équipés avec des armes nécessaires, adaptées, efficaces pour pouvoir faire face. C'est une fois qu'on a protégé dans le personnel de santé qu'on peut mieux faire face à la menace. Et donc, il était donc question de les équiper d'abord, puis d'améliorer le plateau technique de nos formations sanitaires. Alors, les solutions, nous avons enregistré, comme vous le savez, comme vous avez vu à travers les images, des sollicitations dans les 10 régions. Nous en avons eu de partout. Après nous avoir enregistré ces sollicitations-là, nous avons pris sur nous de nous déplacer vers. On peut imaginer un scénario dans lequel les gens viennent prendre les dons à Yaoundé ou à Douala pour voyager avec. Non, nous avons tenu à ce que les gens restent dans leurs hôpitaux, quelle que soit la distance, que nous allions vers eux et pour que nous leur apportions ce matériel médical. Peut-être qu'on parlera plus en détail. Mais la feuille de route était de permettre à ce que les personnes de santé qui ont fait acte de sollicitation auprès de celui comme vous puissent bénéficier d'un matériel et d'un matériel de qualité leur permettant de mieux faire face à la pandémie. On va justement. Doc Ngono, qu'est-ce qui a guidé le choix du matériel qui a été distribué et en quoi il consistait? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce matériel-là justement? Bien, je reviendrai donc sur ce que le docteur Ofor vient de dire, parce que ce qu'on visait en distribuant le matériel, c'était d'une part de capaciter les hôpitaux en mesures barrières et en même temps de les capaciter en prise en charge. Et cette prise en charge allait bien au-delà de la COVID-19. Et donc, quand les hôpitaux ont été, tous les hôpitaux qui nous ont sollicité, quand on a réparti le matériel pour ces hôpitaux, on a pris en compte les éléments que nous avons eus, soit par nos propres investigations, soit parce que nous savions déjà de ces hôpitaux. Et on a dû descendre dans certains hôpitaux pour connaître quelle est la capacité de l'hôpital, quel est son plateau technique, avoir une idée, bien entendu, quel est son plateau technique, afin d'orienter les équipements et le matériel vers une utilisation plus optimale. Alors, en dehors de ça, nous avons considéré les facteurs de démographie, la population couverte par l'hôpital, la distance par rapport aux grands hôpitaux, et ainsi de suite. Ce qui nous a permis de distribuer un certain nombre de matériels que je vais citer comme ça de mémoire, quelques-uns. Il y a des masques de différents types en tissu, des masques KN95. Nous avons distribué des gels hydroalcooliques. Nous avons aussi distribué des concentrateurs d'oxygène pour permettre à ce moment-là de prendre en charge. Nous sommes déjà dans la prise en charge des concentrateurs d'oxygène et des tubulures avec masque, d'autres tubulures avec des lunettes, enfants, adultes. Nous avons aussi distribué, toujours dans la prise en charge
les appareils ECG, qui permettent d'initier dans les conditions sereines certains traitements, qui permettent de surveiller aussi certains traitements, tels que ceux à la chloroquine et à l'azithromycine. Et même tout simplement de connaître d'abord l'état d'un malade au plan cardiovasculaire avant de le mettre sous traitement ou de le prendre en charge tout court. Nous avons aussi distribué les moniteurs multiparamétriques qui permettent aux unités qui prennent en charge déjà les malades de Covid d'avoir des renseignements importants minute par minute, c'est-à-dire qu'en continu de leurs paramètres vitaux. Nous avons aussi distribué les oxymètres de pouls. Voilà un peu les différents matériels d'auto. Si il m'a suivi, il va peut-être dire si j'ai oublié. Mais il y avait 11 catégories, 11 types de matériel et équipements au total que nous avons distribué. Donc encore quelque chose à rajouter non, rien à rajouter, si ce n'est de réitérer qu'il est peut-être pas inutile de rappeler que la portée du matériel va bien au-delà de l'épidémie en cours. C'est-à-dire que, en plus du contexte actuel qui est celui du Covid-19, il n'y a que tous les hôpitaux qui ont bénéficié du don de suivi Cameroun pourront désormais prendre en charge des malades qui ont besoin d'oxygène pour d'autres causes que celles liées au Covid-19. Ils pourront désormais faire monitoring des personnes hospitalisées, des personnes au bloc opératoire, des personnes en post-opératoire, des femmes sur le lit d'accouchement avec les moniteurs multiparamétriques. Ils pourront, au-delà du Covid-19, apprécier le besoin d'oxygène des malades à travers le saturomètre que nous avons donné. Donc, vraiment, suivi Cameroun a apporté. Et ça, c'est le message des responsables qui ont reçu le matériel. Là, je me fais un peu, même sans autorisation, sans mandat, leur porte-parole. C'est vraiment de dire merci pour ce don qui va très, très au-delà du Covid-19. Et donc, permet aux hôpitaux de relever le valeur technique. Et j'ai envie de dire merci pour eux. Je me retiens pour le moment. Donc, est-ce que les formations sanitaires que vous avez visitées s'attendaient à ce type de matériel? Est-ce qu'elles savaient que c'était ce type de matériel que vous apportiez? Et ce que je voudrais aussi savoir, ce que nous voulons savoir, c'est est-ce qu'ils sont outillés pour les utiliser? Est-ce qu'il y a le savoir-faire sur place dans ces formations sanitaires pour faire bon usage du matériel que vous avez distribué? Bien, oui, c'est vraiment important parce que les formations sanitaires n'avaient pas de renseignements sur le matériel à distribuer. D'où, presque dans tous les cas, une énorme surprise. Parce qu'ils nous ont sollicité. Vous savez bien qu'à la première phase, nous avons distribué du matériel qui était orienté vers les mesures barrières et un peu sur le plan du diagnostic. Et quand je parle du diagnostic, ici, vous avez posé une question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il faudrait quand même que nous rappelions que nous avons distribué les tests aux formations sanitaires qui étaient recrutées pour prendre en charge les cas de Covid, pour permettre non seulement de contribuer au diagnostic et permettre aussi la surveillance, parce que ces tests-là peuvent aussi permettre la surveillance. Bon, donc, pour ce qui est de ces hôpitaux-là, ils n'avaient pas une information sur ce que nous allions distribuer. Alors, vous savez, il y a un deuxième aspect de votre question, je crois. Oui, sur la capacité que ces formations sanitaires ont à utiliser ce matériel. Oui, la capacité à utiliser a été bien étudiée. Aussi, parce que quand on voit le plateau technique d'un hôpital, on sait à peu près les compétences que l'hôpital a. Donc, quand nous apportons le matériel conformément à ce plateau technique, on devrait comprendre qu'ils étaient capables d'utiliser. Mais pas tous. Nous avons aussi sciemment distribué du matériel à certaines formations sanitaires qui n'avaient pas la capacité technique. Parce que même en médecine, on peut créer le besoin. C'est-à-dire qu'en vous apportant un matériel que vous savez utile et dont vous avez besoin, il se crée un besoin de formation. Il se crée même un besoin de recrutement qui peut être fait. Donc c'est en prenant en compte cet aspect-là que nous avons fait cette distribution, pas seulement aux hôpitaux qui
même à certains hôpitaux qui avaient un besoin de ce matériel-là, mais qui n'avaient pas encore totalement le plateau technique. Encore que le Survie Cameroun a un certain nombre de personnel médical, infirmiers, médecins et d'autres paramédicaux, des spécialistes de tous bords et jusqu'à un niveau assez élevé, qui sont prêts et disponibles pour apporter un soutien scientifique aux formations sanitaires. Mais pendant que je vais prendre votre mot de la fin pour ce qui concerne les docs de Survie Cameroun, j'annonce que juste après vous, nous aurons 2 volontaires, Annick Ngale et Laure Mouchan, à qui nous demandons de se préparer. Doc Okor, quel serait votre mot de la fin? Le mot de la fin, ce serait d'une part aux formations sanitaires que nous avons récemment visitées et d'autre part à tous les Camerounais qui se sont mobilisés comme jamais, ce n'est pas une hyperbole que je veux dire. D'abord, formation sanitaire, c'est de dire que nous sommes, et ça je l'aurais dit durant d'ailleurs tout le périple, nous sommes de modestes donateurs, des Camerounais qui connaissons leurs difficultés, qui connaissons les conditions difficiles dans lesquelles ils doivent faire face à la demande des malades, que ce soit dans le contexte actuel du Covid et même au-delà. Et nous ne ménagerons pas d'efforts pour continuer à les soutenir. Ça me permet par exemple de compléter justement le propos précédent, où justement, et ça le docteur on l'a justement souligné, nous sommes et restons disponibles pour leur apporter l'appui, y compris technique nécessaire pour l'utilisation du matériel. Hier encore, nous débloquions une situation à Garoua par rapport à l'utilisation des échelles automatiques. Donc c'est pour dire que le feeling n'est pas perdu, il est constant et nous continuons, n'est-ce pas, une sorte de monitoring, une sorte de service après-vente, entre guillemets, pour s'assurer que le matériel donné sera effectivement utile et pour le personnel de santé et pour les malades. Maintenant, à tous ceux qui se sont mobilisés, tous ceux qui ont contribué en nature, en argent, tous ceux qui sont mobilisés dans le cadre du bénévolat, moi je vais leur dire merci, tout simplement. J'ai la chance de vivre une période que beaucoup n'ont pas vécue parce que la mobilisation des Camerounais dans ce Cameroun n'a pas d'égal dans toute notre histoire sanitaire, dans toute notre histoire sociale. Donc merci à eux et je souhaite que, que cette lancée, n'est-ce pas, que ce mouvement d'ensemble soit maintenu, intensifié pour que le peuple camerounais se sente à l'abri et que cette mobilisation lancée le 3 avril 2020 continue des plus belles et que les résultats soient de plus en plus prometteurs pour la suite. Doc Ngonon, un petit mot pour la fin? Oui, un petit mot, et peut-être que je m'excuse d'avance, écorcher un peu les aspects que va aborder le président du comité de gestion, puisque lui, je pense qu'il va parler plus au niveau stratégique. Mais j'aime aller à la source des choses. Je pense que le mot de fin que je dois dire ici à ceux qui nous suivent, c'est que il est important que les gens comprennent qu'on peut faire autrement. On peut faire autrement. Parfois avec très peu, mais on peut faire autrement. Ça, c'est surtout ce qui est important. Et des gens sont là, prêts à vouloir faire des choses. Pas nous, mais il y a des milliers de personnes qui sont prêtes à vouloir faire quelque chose. S'il fallait terminer, c'est par là que je terminerai. Docteur Okor a déjà remercié les donateurs, d'autres bénévoles, parmi lesquels nous étions. Je ne vais pas revenir dessus. Ben, merci beaucoup, Doc. Et on se reverra très certainement à l'issue de la 3e étape qui commencera bientôt. Mais nous allons accueillir juste après vous Annie et Laure. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Welcome, Annie. Thanks. Bonjour, Laure. Bonjour. Ben, vous êtes bénévole à Survie Cameroun. Nous vous avons suivi tout au long du long périple que vous avez mené. Annie, quelles sont les régions que vous avez couvertes? Where have you been during all this time? Yeah. Well, we covered with Dr. Okor, we covered 5 regions. Yeah. The West region, Yeah. the East, Yeah. the Adamawa, Yeah. the North, Yeah. and the Far North. Okay. Yeah. Was it a discovery
difficulty for me. Meanwhile, I knew the West Province. I was really completely stranger in the East, the North, the far North, the Adamawa. It was wonderful, and I saw how Cameroon is so vast. I saw how Cameroon is so vast and rich, and it was marvelous. And yeah, and with the opportunity given to me, to help people, it was more wonderful. Laure, combien de régions vous avez couvert? Moi, je dirais 2 régions parce que nous avons lancé des partages des jets des masques dans le littoral, Oui. où j'ai supervisé le département de Douala 4e. Oui. Nous avons fait les marchés. Et maintenant, pour le partage du matériel médical, je n'ai couvert que la région de l'Ouest. D'accord. Voilà. Et ça a été une expérience très forte en émotion. Parce que quand nous sommes arrivés pour le premier centre hospitalier, vraiment les conditions dans lesquelles les malades étaient nous a touchés. Moi particulièrement, je me suis sentie importante. Et je remercie ceux-là qui m'ont donné l'occasion d'être l'intermédiaire entre les donateurs et les bénéficiaires. Dans ces hôpitaux, le matériel était pratiquement inexistant. Donc ce don a touché les gens au point où je voyais des mamans pleurer de joie sans savoir même réellement à quoi va servir l'appareil. Je ne parle pas du corps médical qui était tout retourné parce que pour eux c'était la première fois qu'ils recevaient ce type de don. Vraiment, je ne peux qu'exprimer ma reconnaissance. À travers mes mots, je porte la voix de ces 100 voix qui ont reçu ce précieux cadeau. Voilà. Annick, est-ce qu'il y a une étape qui vous a particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce que vous avez vécu quelque chose de particulier tout au long de ce période? Bon, je ne vais pas dire une chose, plusieurs choses m'ont marqué. D'abord, je vais commencer par la fin. Je vais parler de l'extrême nord. I'll speak about the far north. Yeah. When we went to the far north, I was really impressed first by the doctors and the medical personnel, because you see these people are working in difficult conditions. You see how they suffer. Yeah. They first suffer from lack of materials and they suffer from insecurity. We visited Meskin in Mara, and I was so shocked to see how the hospital was being abandoned. You see, the doctors came from here, from everywhere to try to re-keep the hospital, but it was really poorly. It was not that, because the hospital has a high capacity of how can I say, many people can come to the hospital, so it's like 130 patients that they can take in, but you see the material is not enough, and I was really marked by the equipment we brought to them, because when you help like that, I'm sure it helped them. I was also marked by a prayer in Tokombere. I saw how there were no equipment. That is what really marked me in the north, the lack of equipment. And I was really happy because I saw that our travel, our trip was really helpful to the people. I was grateful for those who contributed. I was really happy to have participated in such a wonderful adventure. Laure, s'il fallait reprendre l'expérience, vous le referiez? Vous savez que je suis de tous les combats, donc je suis prête à recommencer l'expérience parce que nous donnons envie aux Camerounais de croire à un avenir meilleur. À travers cette action, ils comprennent que le Camerounais n'est pas individualiste comme on veut nous faire croire. On est ceux-là qui partageons et qui voudront que nos enfants suivent nos pas. Donc je vais être un exemple. Je suis toujours prête à partir pour le bien-être de mon beau pays. So Annick, do you feel that solidarity means something today here in Cameroon? Of course.
solidarity really means something. And I think solidarity has always been in this country. It's just that people do not have the real canal to show to people. Because you see the way people, the massive movement of people around the world, Cameroonians, it just means that they needed someone to lead them, someone to show them the way, someone in which they confide, they had confidence. Because you know, everybody wants to help, but people don't know how to help, especially in this our country. You saw how people were happy. Where people were happy, not only reactions to the Inter and all, we also saw even the way, the massive contributions, what we brought to people. For example, I'll take one case, we went to the hospital in Gambia. You saw how the people were so happy to have something. You see, it's the only hospital in the whole region that has that capacity of bringing people, and they were so happy. And so I will be helpful to them. There's this solidarity in Cameroon, and I'm really happy to have been a mediator from the giver to the taker. So, yeah, there's solidarity in Cameroon. Donc, avant de prendre au mot de la fin, je vais demander que Mathieu et Albin se préparent. Laure, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est l'espoir. L'espoir que nous voulons donner à tous nos compatriotes. Parce qu'à travers cette expérience, nous comprenons que nous avons touché le fond. Et c'est cet élan de solidarité qui permettra à chacun de nous de comprendre sa place dans la société et de rehausser, de donner une chance à ceux-là qui ne peuvent pas s'offrir un médicament. Et à travers cette action, qu'on comprenne qu'il y a une synergie entre nous, les Camerounais, et qu'ensemble, on peut faire de très, très belles choses. Merci à tout le monde, que ce soit les bénévoles, que ce soit les donateurs, que ce soit même ceux qui ont reçu ces dons. Parce que pour que cette action soit faite, il faut que toute la chaîne soit mise ensemble pour que l'objectif soit atteint. Donc, tout simplement, merci. Merci encore. Annie, your final word. Yeah, I'll say thanks first to the person who initiated the program, the initiative, because without someone to pull in to impact the people, things wouldn't have been done. I really thank the people who contributed, because it's an action. It was courage. They had to take in their courage, because we know how things go in our country, but they did it. I thank everybody who encouraged us, the positive happens, the positive aura through this mission, because it really went well. I thank the team which I traveled, because it was really fantastic. I thank everybody, all the Cameroonians, and I want to say to people that it's possible. Together it's possible, and we saw that together it was possible, because we covered 10 regions of Cameroon, and it's wonderful. So I thank everybody. Thank you so much, Annie. Merci beaucoup, Laure. Juste après vous, nous allons accueillir deux soldats, deux baroudeurs, Albin, Guido et Mathieu Yobi. Albin, bonjour. Bonjour. Mathieu, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous les membres du Forum Cameroun pour le Cameroun qui nous suivent à cet instant. Bonjour. Ben, Albin, oui. C'était un périple. C'est vrai, ça n'a pas été facile, parce que au-delà de la mission humanitaire qui consistait à distribuer les dons dans les hôpitaux, cette opération nous a aussi permis de découvrir le Cameroun profond. Tout à fait. De découvrir tout le potentiel que le Cameroun a, ce potentiel inexploité, et tout ce qui a été fait et qui, faute d'entretien, a été détruit. Donc ça n'a pas été facile d'entrer, de se rendre compte qu'au Cameroun, il y a des régions qui nous rappellent encore le Moyen-Âge, notamment l'extrême nord. Oui. Donc, Mathieu, quand on fait l'expérience de personnes dans un pays comme celui-là, on en sort comment? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Deux choses de constater que malgré tout le discours qui est tenu, surtout par des élites, ceux qui, à la place d'autres administrations, sont des porte-voix des communautés qui parlent de ce qu'ils ont fait, on a des hôpitaux dévastés.
Vous vous rendez compte que vous arrivez dans un hôpital, on est incapable de vous donner un vaccin anti, je ne sais pas trop quoi. Tétanique, par exemple, il n'en a pas. Ce qui est, ma foi, le minimum dans l'hôpital. On découvre qu'on est encore après 50 ans en arrière, où les hôpitaux manquent du minimum. Vous vous rendez compte qu'on arrive quelque part où un centre de santé, c'est-à-dire installé par un couple, est plus équipé que l'hôpital public, financé par le budget de l'État du Cameroun. Il y a ce contraste. Mais d'un côté, on est marqué par cette envie de passer à autre chose qui anime les populations. On découvre qu'il y a des populations qui, malgré cela, ont une résignation et pensent, estiment et espèrent que tout va finir par changer dans ce pays. L'accueil qu'on avait donc de survie Cameroun, c'est quand vous arrivez après la cérémonie de don le soir, quelqu'un vous reçoit et vous dit tout le bien qu'ils ont de survie, tout le bien de ce qu'ils attendent de survie Cameroun, qui arrive à vous poser des doléances comme si survie était l'État du Cameroun. C'est parce qu'ils constatent qu'il y a une faille totale quelque part. Et mon suivi apparaît donc comme l'espoir pour des peuples. On sort de là, dit que tout n'est pas perdu, contrairement à ce qu'on nous laisse penser. Les gens ne s'expriment pas. Si on écoutait les gens, ou bien si on laissait les gens, les Camerounais, choisir eux-mêmes, je pense qu'on serait très loin. Jamais mes expériences avaient suivi. Albert, en tant que propriétaire d'une plateforme, je crois que chaque jour vous aviez des retours sur tous les directs que vous avez faits. Qu'est-ce que vous pouvez retenir des retours faits par des personnes qui vous ont vu en direct, qui vous ont vu sur le terrain? Le plus important aussi déjà, c'est les Camerounais ont été surpris déjà de se rendre compte qu'à partir de notre initiative, ils pouvaient déjà se faire une idée du plateau technique des hôpitaux dans l'arrière-pays. Déjà ça. Et à côté de cela, j'annonce la sortie très prochaine d'un documentaire. Le documentaire va retracer notre parcours et les différents projets, les différents sites qu'on a visités. Vous vous rendez compte, on est arrivé dans une localité comme Mogavé, on s'est rendu compte qu'il y avait un hôpital construit depuis 2016 qui officiellement existe alors qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de personnel, il n'y a rien à l'intérieur. C'est une ville qui a pratiquement 8000 habitants. Mais il n'y a pas de centre hospitalier. Les patients là-bas sont obligés d'aller soit à Tokombere, soit à Mawa se faire soigner. Donc il y a une vidéo qui va sortir d'ici quelques jours pour appuyer ce que tous nos spectateurs, en fait tous nos followers, ont eu à voir dans nos diffusions. Mathieu, est-ce qu'il y a un événement particulier? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui sort du lot et qui vous a marqué? Oui. Cela a un aspect, je dirais, purement politique. Nous sommes en Ngaoundéré, à l'hôpital protestant de Ngaoundéré. On fait la cérémonie de remise de dons et au moins il faut passer la parole au directeur de l'hôpital. On s'attend à ce qu'il nous remercie comme d'habitude. Il commence par « j'aimerais dire ceci ». L'hôpital de Ngaoundéré reçoit des dons de tout le monde. L'hôpital de Ngaoundéré reçoit tout. Parce que c'est les malades qui en profitent. Et nous avons reçu déjà, et il cite, des dons de sénateurs. Il dit que c'est un don du sénateur. Lorsque vous allez voir le don en question, vous voyez le nom du président là. C'est-à-dire qu'il y a le président qui a offert, ou bien le sénateur, je ne sais pas. Bon, tu veux dire, c'est un constat. Et il continue en disant que, et lorsqu'un don comme celui-ci, qu'on voulait nous faire croire que ça vient de cette ou vient, je constate qu'il renforce le double de mon plateau technique de mon hôpital. Donc, il y a là donc un discours politique où il s'adresse à certaines personnes que nous, on ne voit pas. Mais il semble très sûr d'eux. Il a dit que je répondrai de tout. Et excuse-moi, pour appuyer ce que Mathieu dit, quand on était en équipe, quand ils sont partis avec le docteur Oko, on a un peu traîné. Et lorsque nous on est sortis, il y a une pick-up, il y a une voiture de gendarmerie qui entre à l'hôpital. Oui. Donc,
Je suis un peu intrigué par ce discours où il est là, il ne nous remercie pas parce qu'on est devant lui. Mais il ne fait que s'adresser à des personnes qu'on ne voit nulle part. Il semble tellement sûr et au fait de qui dit qu'il répondra. Et que ce matériel qu'on a apporté a doublé la capacité du plateau technique de l'hôpital. Or, nous, les profanes, peut-être d'autres encore comprennent, on voit quelques cartons, on voit quelques appareils, mais quelqu'un vous dit qu'on a doublé le plateau technique. Après, donc, je cherche à en savoir plus, parce que je m'étais lié d'amitié avec le docteur Hans, que je salue en passant. Il me dit que la veille, on a reçu des délégations d'élite qui sont venues ici dire qu'il ne faut pas prendre ces dons parce que ça vient des gens qui n'aiment pas le Nord. Ils ont tenu tout un discours derrière. Moi, ça m'a marqué. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Le médecin vous dit que le matériel qu'on donne double la capacité de son plateau technique. Et quelqu'un vient lui dire de ne pas prendre parce que ça vient d'un diable. J'ai dit, j'espère que celui-là n'aura pas de problème respiratoire, parce que bien, j'espère qu'il en aura pour aller se faire soigner. Il y a un hôpital, excusez-moi, il y a un hôpital islamique qui avait reçu l'invitation à recevoir les dons de Suivi Cameroun. Ils ont refusé. Dès qu'ils ont vu l'engouement sur Internet, ils ont rappelé le responsable des stades pour leur dire qu'ils ont besoin du matériel. Autant de choses comme ça, ce sont des choses qui m'ont marqué, des incongruités, des incohérences dans ceux qui sont censés représenter des populations et ceux qui sont censés encadrer les populations. C'est tout cela, vraiment, c'est riche d'enseignements. Albert, je vais poser la question que j'ai posée à Annie tout à l'heure. Si je dis solidarité nationale, qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, au Cameroun, on peut parler de ça? Est-ce que cette solidarité-là existe? Est-ce qu'elle vit? Je dirais que le peuple est solidaire. Il y a certes une rupture entre la population et l'élite, mais au niveau du peuple en général, le peuple en lui-même, je dirais qu'il y a une certaine solidarité parce que la réponse à l'appel du président Maurice Kamto était la preuve que les Camerounais sont prêts à s'entraider. Mathieu, avant de prendre vos mots de fin, j'annonce que juste après vous, on recevra Claudia et Olivier. Mathieu, le mot de fin après ce périple. C'est un peu le sentiment que j'ai, que beaucoup de Camerounais attendent, que Suivi ne s'arrête pas là. Suivi est bien une initiative, peut être une ONG comme différemment. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'extraordinaire, le docteur Oko faisait le bien de le dire, que nous recevons le don des Camerounais. C'est-à-dire que ça appartient aux Camerounais, ceux qui contribuent. Et je suis sûr, vu qu'on a fait que des Camerounais seront prêts à contribuer encore pour des causes. Tant que c'est bien expliqué, tant qu'il y a un bon leadership, parce que c'est aussi ça, ce qui transporte. Dans mon mot de fin, j'espère encore, je le dis en regardant droit dans les yeux le docteur Oko, qu'on ne va pas s'arrêter là. Je vous assure, dans l'arrière-pays, plus qu'à Yaoundé, plus qu'à Douala, dans l'arrière-pays, ils ont besoin de suivi. Et comme l'a dit le président Sepe la semaine dernière, les documentaires qui vont sortir, un produit par Mathieu et un autre par Cameroun Identity, sera là pour renforcer la connaissance du Cameroun profond, des Camerounais, ceux de la diaspora et tous ceux qui ont contribué. Ben, écoutez, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan d'étape que nous ferons après la troisième phase. Merci pour votre disponibilité. Nous allons prendre maintenant Olivier et Claudia. Bonjour Claudia, bonjour Olivier. Bonjour Serge. Ben, Olivier, oui, vous avez bravé les inondations pour venir faire le bilan avec nous. Il le fallait. Encore que la pluie pour un côtier, c'est pas un problème. L'eau, on est habitué. D'accord. Rochelle, Oui, c'est... combien de régions parcourues? Jusqu'ici, j'ai fait la région de l'Ouest. La région de l'Ouest. Dans laquelle nous avons parcouru 10 villages. 10 villages, oui. 10 villages où nous avons fait le don. Avec les gens avec qui nous étions accompagnés, quoi. Docteur Oko
avez été accueillis? Comment ça s'est passé? Bon, concernant la région, les hôpitaux où nous sommes allés, l'accueil a été vraiment très très chaleureux. Les gens étaient très contents de nous savoir avec eux. Ils étaient très contents de savoir que les choses qu'ils apprennent dans les télévisions, on a fait des dons par-ci, on a fait des dons par-là. Ils étaient contents de savoir que eux aussi ont pu bénéficier de cela de la part du Cameroun. Ils étaient très contents. Nous aussi, on a été vraiment contents de cette chaleur. Vraiment, et ça, il faut le dire. Et vraiment, merci à tout ce personnel-là, à tous ces patients, à toutes ces personnes de différents villages, tout ça, Fumba, Nabafoussa, Machang, Gamilon. Vraiment, merci pour ce bel accueil. Et on espère qu'il y aura d'autres fois qui permettront qu'on revienne vers eux avec les noms du Cameroun. Olivier, je vais me tourner vers toi pour rappeler que pour que tout ça là, soit mis en œuvre, il y avait une costaud équipe de logistique derrière et que c'était au cœur du système. En quoi a consisté la tâche des logisticiens que vous étiez avec Yannick qui n'a malheureusement pas pu faire le déplacement? Je vais d'abord dire, excuse-moi, essayer de faire une autre introduction. Le bénévolat fait partie de ma vie quotidienne. Donc je vis avec. Et l'expérience de cette fois-ci est extraordinaire parce que je me suis occupé d'un secteur purement, si on peut dire, un peu technique. Ouais. Parce que les autres fois, c'était être au cœur, aller vers les gens tout de suite. Mais là, il y avait un travail grandiose avec mon collaborateur Yannick Fonfeu, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais je dois dire que se donner pour une cause, j'insiste là-dessus, hein, sans être payé, c'est quelque chose d'émouvant. Puisque l'expérience qu'on peut acquérir nous sert. Vous imaginez qu'aujourd'hui, je peux vous parler d'un extracteur d'oxygène, je peux vous parler d'un appareil ECG, je peux vous parler des appareils paramétriques, ainsi de suite, des saturomètres, au point où il y a même des médecins qui me regardent pour me demander qu'est-ce que tu en sais. Tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, vous comprenez? Et donc pour moi, je pense que j'ai beaucoup gagné. Et maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que le travail n'était pas facile. Parce que nous travaillions dans un système où les gens ont peur à l'extérieur plus que vous, c'est-à-dire que ceux qui vous entourent, votre femme, votre épouse, vos enfants, qui vous disent « mais papa, attention, parce que tu sais que c'est interdit, est-ce que la police ne viendra pas ?» Encore où vous êtes dans un magasin, et parfois où il faut accueillir tous les autres bénévoles. Même le petit transporteur qui vient livrer, vous commencez à vous méfier de lui parce que peut-être qu'il ira donner des informations. Bref, c'était très compliqué, faire des programmation après programmation pour des régions ou pour des villes. C'était pas évident, mais ça se passait toujours bien. Yannick et moi, on a parfaitement eu une symbiose et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Les autres fois, je vous dis, en tant que peut-être chef d'équipe, c'est-à-dire que en ce qui concerne la région du littoral d'abord, et maintenant sur le plan national, il fallait que je veille surtout sur matériel qu'il y avait dans le magasin, et avec Dr Oko qui était toujours en train de savoir si tout est en place, est-ce que les autres régions vont... Il fallait s'assurer, donc il n'y avait pas de sommeil. Il n'y avait pas de sommeil du tout. Claudia, tout au long de ce périple dans la région de l'Ouest, est-ce qu'il y a un événement particulier? Est-ce qu'il y a une remise de dons particulière qui t'aura marqué? Bon, je ne dirais pas une seule. Il y a plusieurs hôpitaux où j'ai été marquée par la façon du personnel ou des patients de se comporter. Je vais prendre l'exemple quand nous étions à Melon, même aussi à Tchang. C'est-à-dire moi, en tant que profane du matériel de santé, j'ai vu de l'émotion. J'ai vu de l'émotion dans le personnel de santé, j'ai vu les larmes. C'est où je me suis rendu compte que, attends, ce qu'on a apporté là,
a autant de valeur, c'est quand le personnel de santé prend la parole, elle explique que ça sert à ça, ça sert à ci, Dieu sait que c'est à ça. C'est-à-dire qu'elle n'y croyait pas, elle n'en croyait pas, elle ne savait pas que ce matériel, cette valeur-là pouvait se retrouver un jour dans leur centre de santé, c'est-à-dire que dans ce village-là, au fin fond, j'ai vu les larmes, j'ai vu l'émotion, et puis moi, ça m'a marqué. Et deuxièmement, je crois à Fumban, à Kweka, j'ai vu cet abbé-là qui a pris la parole. Il a dit qu'il a pu rentrer en contact avec celui quand ils ont appris qu'ils devaient faire des gens et tout. Il a pu rentrer en contact avec l'équipe de suivi, qu'il a mis en contact avec le président du comité, M. Bendekoka. Il a eu au téléphone un monsieur assez simple qui a répondu sans protocole, sans mise en forme et tout. Il s'est rendu compte que dans ce pays ça existe. Pour ce monsieur-là, de son rang, avec ce qu'il a eu à faire, avec ce qu'il fait. C'est-à-dire que donc, ça prouve à quel niveau on a pu mystifier comment je vais dire ça, les personnes, les rapports avec la hiérarchie dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il a senti une simplicité. Et puis moi, ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a des hôpitaux privés dans des fermes fonds de village qui sont très très bien entretenus, qui sont très bien construits, contrairement aux hôpitaux publics qui sont dans les grandes villes telles que Douala et Yaoundé, qui sont délabrés, il y a le matériel rouillé, et ainsi de suite. J'ai vu des hôpitaux vraiment privés, très propres, très fins fonds de village. Et puis moi, ça m'a marqué. Donc voilà, pour le résumé, je ne vais pas citer les 10 villages, quoi. Olivier, il y a eu une étape à Douala qui a marqué beaucoup de followers et qui ont fait des remarques là-dessus. C'était la rencontre avec l'archevêque, Monseigneur Cléda. Ouais. Comment on vit une rencontre comme celle-là? Tout d'abord, on se sent très très heureux, pour ne pas dire un autre mot, d'approcher un homme de sa trempe, en se disant aussi qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau dans notre vie. Bon, ça c'est des petites idées qu'on a. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire parce que rien que le fait d'être à côté de ce personnage, vous avez l'impression de vivre toute autre chose. C'est pas donné. Surtout de l'approcher et surtout d'avoir une séance de travail avec lui parce que c'est là le plus important. Au moment où on remet les dons, ça c'est autre chose. Mais quand Dr Monan, Dr Dudeux et moi avons eu une séance de travail avec le président, c'était quelque chose d'extraordinaire. On a échangé et je gardais ça comme un souvenir extraordinaire. Ce que je veux dire au-delà des distributions, je ne sais pas si vous voulez dire là, au-delà des distributions dans les hôpitaux, je veux essayer de faire un petit élément. Vraiment les distributions de masse dans le marché. Il y avait cette sorte d'annonce que nous faisions. Personne ne savait jamais. Claudia peut dire quelque chose parce qu'elle travaillait aussi dans l'équipe de Douala. Personne ne savait comment on va distribuer, ni à quelle heure. Alors, il fallait appeler leur gens, par exemple, à 2h, 3h du matin pour leur dire tenez-vous prêts, puisqu'à ce moment, tout au début, la police nous filait. Et donc, c'est à 2h, 3h du matin que vous appeliez soit Claudia soit Laure, tous les autres, pour leur dire tenez-vous prêts. On se retrouve à 5h au magasin. Et tout le monde était là. Pour récupérer des produits pour aller sur le terrain. Alors, les gens, les policiers, ils ne savaient jamais quand on va sortir, et quand est-ce que, à quelle heure, et quel marché, quel carrefour nous allions faire. Vous voyez un peu? Et ça, c'était sur le plan de la distribution des masses. Sur le plan dans les hôpitaux, ce que j'avais remarqué, c'est que il y avait chaque fois quand nous étions dans un hôpital, ces médecins avaient comme des éclaireurs. Ça, moi, j'ai remarqué ça avec tout le monde, pas peut-être, parce qu'ils avaient aussi peur. Ils ont pris l'engagement de demander des dons, mais en même temps, il y a quelque chose qui restait, est-ce que la police ne viendra pas? Ils mettaient donc des éclaireurs. J'avais fait cette remarque, toujours à l'entrée pour dire, dès qu'il y a, hein, j'ai même vu un docteur donner des consignes. Mais ils ont bravé cette peur parce que pour moi, le fait d'avoir accepté ce matériel qui a été refusé
de l'autre côté, c'est quelque chose aussi de bien. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, ils en redemandent. Et ceux qui n'ont pas eu le courage d'écrire pour demander, parce qu'il faut le dire, tout ce matériel a été distribué à ceux qui ont fait la demande. Donc, ceux qui n'ont pas fait la demande, dans un premier temps, aujourd'hui, sont en train de se dire comment ça se passe. Et on reçoit donc des nouveaux courriers aujourd'hui. Je voudrais apporter une précision, dire que nous, en principe, nous aurions dû recevoir M. Vitalis et M. Ndikoum qui ont ouvert les régions du sud-ouest et du nord-ouest, mais qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu faire le déplacement. Ceci pour dire que ces régions, malgré le climat d'insécurité qui règne, ces régions ont accueilli les bénévoles de l'initiative Survie, où du matériel médical a été offert à des formations sanitaires de base. Est-ce que le président est prêt Est-ce que le président est prêt? Pas encore. Je vais donc demander à Olivier une expérience particulière tout au long de la deuxième phase. Quelque chose, un fait qui sort du lot, qui vous a marqué. Mais ce que je peux dire, c'est que ça, c'est lors de la distribution des hôpitaux. C'est ça? C'est que j'ai eu l'impression que certaines personnes qui recevaient le matériel ont cru au départ à une blague. C'est quand nous enlevions donc le matériel, les cartons, on voyait la vraie expression. Et ces gens étaient prêts à tout donner. Il y a même quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Et puis, une personne lui a répondu, ce serait peut-être lors de la prochaine contribution. D'accord. Voilà. Claudia, le mot de la fin. Bon. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à tous ces Camerounais-là qui ont répondu massivement à l'appel lancé par le président Kamto. J'aimerais aussi dire à mes très chers frères, à mes très chers compatriotes, que Survie Cameroun n'est pas l'affaire d'un parti politique, c'est pas l'affaire d'un boulot, d'un douala, d'un boulot, d'un béquet. Tout le monde a vu que les contributions venaient de tout le monde et puis ça a été retourné à tous les Camerounais sans distinction. Cela prouve qu'on peut construire un Cameroun nouveau ensemble. Vraiment, je prie tout le monde de balayer d'un revers de la main tous ces clics que les gens d'en face lancent sur l'initiative Survie Cameroun. Vraiment, que tout le monde, que chacun essaie, que ceux qui ont encore un frein par rapport à l'initiative puissent balayer du revers de la main tous ces clics-là et qu'ensemble, c'est possible de construire un Cameroun meilleur. Nous avons vu comment les gens ont accueilli le matériel avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de l'âme, avec, je sais pas, moi j'ai été beaucoup touchée, vous voyez, quand je me souviens encore de ça, ça me fait, ça donne des frissons. Vraiment, mettons-nous main dans la main ensemble pour construire quelque chose de meilleur. Merci à tout le monde. Olivier, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est bravo à Survie Cameroun, bravo à tous ceux qui ont contribué, et on espère qu'il y aura des nouvelles expériences, surtout que le président parlera des prochaines des perspectives. Vous parlez à la place du président. Il a annoncé. Mais je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan d'étape. Donc, merci pour votre patience, merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé. Merci à toi. Cet après-midi. D'accord, merci beaucoup pour votre question. Sans plus attendre, nous allons recevoir le président de l'initiative, M. Christian Penda Ekoka, qui viendra nous entretenir sur la deuxième étape. Bonjour Président, bonjour. Vous prendre place. C'est ici bon? Oui, c'est bon, Président. Bienvenue à ce bilan d'étape, Président.
venons de clôturer la première partie. Nous vous donnons la parole pour vos propos. Ben, je crois qu'avec tout ce que j'ai entendu là, je suis très heureux. Parce que ceux qui doivent prendre le relais, je vois qu'ils sont déjà prêts. Et je suis très heureux pour ça. Je suis vraiment heureux de voir que ce combat que nous menons ça essentiellement pour eux. Et je suis très heureux de voir que les femmes et les hommes sont prêts. Je vois Claudia, je vois Laure, je vois Annick. I mean, they're ready. Yeah, They're ready to take over. They're shown that they're ready. Yeah, that's good. That makes me proud, and I'm really proud of them. Naturellement, je ne parlais pas de Dr. Oko, Dr. Mono, Alain Guillot. Il était là tout à l'heure, c'est pas comme d'habitude, il est là sur la terrasse en train de parler. Olivier est tout là. Ça, I'm really proud of it. I'm really proud of it. Et naturellement, Serge, il y a quelque chose, c'est que les gens qui sont derrière les caméras, on les voit jamais. Sans eux, rien ne se passe. Donc, Raymond est là, Emmanuel, Makor, toi-même, Serge Nyonga. Les gens ne vous voient pas. Hippolyte Dionker sont là, sans vous. Sans la préparation de tout ça, Hervé Mongue a eu un deuil, mais je pense qu'il va nous retrouver tout à l'heure. Sans vous, l'initiative n'aurait pas l'organisation de tout ça. Parce qu'il faut des équipements pour qu'on passe. Alors, cela dit, je commence d'abord par les remerciements. Il y a des remerciements. Il y a le bilan opérationnel et le bilan financier. Et je donnerai ensuite les perspectives. D'accord. Voilà. Il va de soi qu'il faut remercier les donateurs, n'est-ce pas, les Camerounais, nos amis camerounais, c'est-à-dire, je dis bien les Camerounais de l'intérieur et de la diaspora, et nos amis qui ont répondu massivement à cette initiative citoyenne de solidarité, lancée au mois d'avril dernier, pour venir en aide à nos compatriotes exposés aux effets du Covid-19, qu'il n'y avait pas de perspective. Le pays était un peu comme un leadership déserté. L'objectif du million d'euros qu'on s'était fixé au début de cette campagne a été atteint et dépassé le 9 août dernier. C'est tout à votre honneur. Pour les donateurs, you know, what was originally impossible was certain skepticals. Really, we made it happen. And they made it happen. They made it possible. And you made it possible thanks to your solidarity, thanks to your conviction and your commitment, engagement to this cause, to the cause of solidarity. Because you believe in it in the name of freedom and dignity. But what you will notice is that together you can actually make the impossible becomes possible. If we are united above our selfish interest, about our particularities, about our kind of religious, political, ethnic affiliations, we can achieve the most. Then there is no limit. There is no limit. Because when we are united, we can mobilize the collective energy of our people
to achieve, even the sky will be the limit, to achieve the impossible. So, for this reason, and they were able to mobilize anything they have in the sake of fraternity and solidarity. What I would say at the end of this, let's keep the faith in the future, and let's keep hope for a brighter future of our country. And let's keep the faith for Cameroon and for a brighter Cameroon. My next word of acknowledgements go to the donators, les donateurs. Je viens de les remercier et je termine en disant je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Mon prochain mot, c'est le remerciement, c'est les parrains. Nous avons eu des parrains. Je vais dire, par exemple, Maître Yondo Mandela Black, ancien bâtonnier, le maestro Richard Bonin, l'honorable Ayaan Abiné, Madame Marie Arena, Monsieur Jules Nyonga, Madame Elena Van Ooyen, Monsieur Jamal Sharif, homme d'affaires aux États-Unis, Général Garceu, Maître Christian Timban, Monsieur Etriard Bernard, un coopérant français qui a vécu ici au Cameroun dans les années 65 et qui ont voulu nous parler. Ce n'est pas simplement pour moi, quand on dit sponsor, c'est trop léger. Pour moi, je les appelle they are our angels. Parce que à certains moments, quand c'était chaud, on était menacé par l'adversité. Eh bien, vous pouviez voir comment Hilaria va bouger, parce qu'il ne comprenait pas que dans un contexte où les peuples camerounais est face à la souffrance du Covid-19, qu'on puisse nous menacer. Donc je voudrais leur dire sincèrement merci. Je voudrais ensuite dire aux bénévoles qui se sont engagés à distribuer, n'est-ce pas, les produits barrières. À travers les images, vous avez pu voir, eux-mêmes prenaient des risques. Je les voyais, ils sont là, l'or, tout le monde prenait des risques, les Yannick et tout prenaient des risques, les Yannick Zonk et tous les autres prenaient des risques, n'est-ce pas, sur le terrain. Olivier et tout, Olivier Kouka, je voudrais leur dire sincèrement merci. Parce que j'ai l'habitude de dire que, bien sûr, le dollar, pour qu'il se transforme en produit, il se transforme d'abord, le dollar qui est donné se transforme d'abord en masque ou en gel. Mais il y a des gens qui sont en train de travailler pour que ce dollar, qu'on sélectionne les entreprises, qu'on les mette en compétition. Qu'on les mette en compétition, qu'on les sélectionne, qu'on signe les contrats, et que quand on signe les contrats, que le produit se mette à être fabriqué. Et pour vous assurer de la qualité du produit, vous êtes à 13 000 km, mais il y a des gens qui sont en train de s'assurer que le produit est de bonne qualité, qui sont sur les machines et qui sont restés sur les machines. Et qui vont s'assurer que le produit va sortir de l'usine, être transporté. Peut-être que vous ne le voyez pas. Ensuite, que ce produit est stocké de manière sûre, quelque part, surtout dans un contexte où vous savez qu'à tout moment, quelqu'un peut venir vous menacer pour prendre le stock, puisque nous vivions dans ce contexte d'adversité. Qui sont donc là à veiller au grain. Quand il pleut, il faut qu'ils mettent les bases sur les produits, sur les cartons, ainsi de suite, qu'ils achètent les palettes et tout cela pour que nous se mettent. Ensuite, qui doivent préparer tout le travail pour aller, n'est-ce pas, distribuer les produits maintenant, pour que les produits arrivent quand même aux bénéficiaires, malgré les menaces. Et vous savez bien qu'il y a eu des gens qui ont été arrêtés pendant qu'on était en train de distribuer. Donc c'est ça, c'est tout le cheminement. Et il y a those are the volunteers. This cannot happen without the volunteers. The main beneficiaries of these products will not have it without those volunteers. So they deserve our tribute and our thanks and our special acknowledgement.
je voudrais dire merci à ces bénévoles. Je voudrais dire merci également aux membres, à mes conseillers qui m'ont entouré pendant tout cet événement. Je veux dire que le professeur Niamsi Franklin, monsieur Nounou Richard, sont basés en Europe, mais on est en contact. Madame Nicole Avez-Nana, qui est en Luxembourg, vous ne les voyez pas, mais c'est des gens qui nous encouragent, qui nous conseillent, et ainsi de suite. Monsieur Michel Combo, qui est un Camerounais qui travaille au Luxembourg dans l'Institut national de statistique. Ils sont là. Ils sont avec moi, on ne les voit pas. C'est comme, vous savez, un cabinet de Londres. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Il y en a même qui n'ont pas voulu, parce qu'ils sont dans les organisations internationales, que je donne leur nom, mais ils sont là. Je voudrais leur dire merci, même si je n'ai pas le nom, ils savent qu'ils sont là. Et que je les porte vraiment dans mon cœur. Il y a des assistants qui sont mes assistants permanents, en permanence là, la nuit, le jour, je peux les appeler à tout moment, ils sont là. Je voudrais vous dire merci. C'est-à-dire Hervé Mongui et Serge Nyonga toi-même. Des gens qui sont là à tout moment. Emmanuel Wanako. Je peux les appeler à minuit, à 1h du matin, les gens ne se rendent pas compte, ils sont toujours là. À tous les membres du comité, des différents comités, je voudrais leur rendre un grand hommage. Le comité de mobilisation des noms, chapeauté par Claude Noumedem, avec des assistants qui sont des assistants très actifs. Comme d'habitude, quand les femmes se mêlent d'une chose, ça devient, vraiment, ça passe à la vitesse supérieure. Donc, vous avez une dame là-bas qui est en Allemagne, elle est vraiment très très forte, elle s'appelle Muriel Segou, travaille beaucoup. Je voulais leur dire merci. Je voudrais dire l'épaule Togo, Patrice Pemo, Jean-Claude Kangak, sont au Canada, et Funiate Herman, qui est à Toronto, qui est au Canada. C'est des gens qui ont été très actifs dans la mobilisation. Mais j'ai noté des dames qui distribuaient. Je vous ai demandé de me trouver les noms. Vous me donnez les noms, je voudrais dire c'est spécial parce qu'il y en a qui passaient avec dans le métro, harceler les gens pour contribuer. Je vous ai demandé si vous me rappelez les noms de ces dames-là. N'est-ce pas? Donc vous le direz tout à l'heure, parce que vous n'avez pas fait ce travail-là. Je voudrais leur dire un merci spécial parce que c'est extraordinaire. Je faisais le tour des métros pour harceler les gens pour dire merci, pour collecter les fonds. C'est très important. Je voudrais dire, n'est-ce pas, il y a des gens, vous savez, quand on fait les comptes, qu'on fait les choses, il y a les comptables. Ils sont là pour les gens voient qu'on a fait l'opération là-bas. Il y a les comptables qui vont regarder les dossiers, les documents. Quand je demande souvent à Dr. Ko ou à Ndilo, ramenez-moi les factures. Ils disent que le conseiller paye. Président, mais à certains endroits là, on nous a servi à manger, il n'y a même pas de factures. J'ai dit, bon, vous ramenez les factures de là où vous pouvez amener les factures, parce qu'il y a des gens qui vont nous demander les comptes. Hein? Donc, on a des factures qu'on doit ramener. Ce sont les comptables qui sont ici. Pour ce que je vais dire, comptable et Tom Bondomire, qui est en Belgique, et Bondadieu Denis, qui sont là-dedans, les comptables. Je voudrais dire à l'équipe de communication, sans laquelle tout ça n'est pas possible. Yannick Abi, qui est à Paris, très important dans cette équipe. Jean-Bruno Tanier, peut-être qu'il ne veut pas qu'on doit dire. Maintenant, on a la possibilité de le défendre, il n'y a pas de problème. Il a été très actif. Hippolyte Djonkep, Emmanuel Boumakor, Jibouin Remingono, c'est des gens qui portent nos voix, n'est-ce pas? Jibouin Remingono, Albin Michel Giro, qui est là, Yubi Mathieu. Et au niveau de la relation publique, vous avez non seulement le patron de cette équipe, mais qui distribue également le professeur Tandan Dekoum Uyus Martin, qui enseigne à l'université de Ramena. Là, c'est des gens qui ont de multiples rôles, n'est-ce pas? Il faut leur dire merci parce qu'ils sont prêts même à aller au fond. Et rien n'est possible si vous n'avez ces instruments d'information technologique, TIC et tout. Donc, le patron de cette opération, c'était, ce sous-comité, c'est Vincent Tchouendé. Il a fait beaucoup et nous lui en sommes pris. L'équipe de logistique,
l'équipe de santé que vous avez vu ici, même si je les avais oubliés, vous les avez vus, je ne les ai plus oubliés. Malheureusement, on ne peut pas les oublier parce que nous étions en plein dans le Covid-19. Donc, chapeauté par le docteur Oko, le docteur Mono et les autres. Et j'ai un task force spécial qui j'ai mis sur pied, qui sont constitués de professeurs de médecine et de médecins qui sont en Europe. Encore une fois, quand vous avez une dame là-dedans, c'est incroyable. Docteur Lucie Ketna, qui a vraiment travaillé énormément parce que c'est eux qui ont sélectionné le matériel, le professeur Alain Timi, qui est docteur Lucie Ketna est à Lille, le professeur Alain Timi est à Bruxelles, en Belgique, et Mathurin Tingue, lui aussi il est pharmacien, lui sa spécialité c'est vraiment tout ce qui est phytosanitaire, et je pense que si nous mettons en place un programme, il devrait beaucoup aider Monseigneur Clé à trouver quels sont les principes actifs de son médicament. Et il a apporté une grosse contribution dans la sélection du matériel et tout cela. Et naturellement, aider, il faut toujours des gens qui fassent ce travail pour les commandes et tout. Donc, Michel Mouni était là. Les gens qui sont toujours là en train de vous demander des comptes, vous ne pouvez pas vous rendre. C'est moi-même qui les choisis, même une pourchasse, c'est ça qui est bien. Mais moi, je les prends comme protecteurs. Parce que grâce à eux, vous évitez des erreurs. C'est les gens que vous avez choisis dès le départ comme auditeurs. Ce sont les auditeurs. Et au moment où je vous parle, ils ont pratiquement des contrats et tout. C'est Salomon Eba et Moïse Tchankoubi, le professeur Moïse Tchankoubi qui est un professeur d'économie, et Salomon Eba qui est auditeur de métier. Et vous savez, comme quand nous sommes dans cette histoire, il faut des gens qui portent nos voix, les artistes. C'est grâce à eux qu'à un moment donné, les voix sont portées. Je ne peux pas ne pas mentionner ici, peut-être qu'ils ne voudront pas, notre diva Charlotte Dipanda, qui a pris fait des causes pour nous. Je reviens encore sur Richard Bona, parce que tout à l'heure, je le remercie comme parrain. Mais cette fois-ci, je le remercie comme quelqu'un qui a porté la voix, le maestro Richard Bona. Là encore, je le remercie une fois de plus. Et le général poète, rappeur, Bassero, vous avez tous vu ses positions. Il y a les avocats. Les avocats étaient obligés, heureusement que je les avais prévus dans l'organigramme, parce que dès l'abord de cette histoire, nous avons eu des problèmes avec, n'est-ce pas, la police, les autorités, et ainsi de suite, et ils ont été d'une grande utilité. Je voudrais les remercier. Je voudrais remercier enfin, au niveau de socio-économique, pour le moment, Madame Asmaou Abdoulaye et puis Madame Sadio. Pour terminer dans ce chapitre, des remerciements, I want to pay a special tribute to my friend and brother, Maurice Kamto, who was greatly inspired by this idea. C'est lui l'initiateur de cet élan de solidarité qui montre clairement que tout est possible là où il y a un leadership, un vrai leadership. Even the sky won't be a limit where there is a true, effective, and benevolent leadership. As the old saying goes, where there is a will, there is a way. And leadership is the cause, everything else is the effect. Le leadership est la cause et tout le reste n'est que conséquence. Tout le reste n'est qu'effet. Et je peux vous dire que j'ai passé 42 années de ma vie au Cameroun à des positions absolument privilégiées d'observation. Et je peux vous dire que c'est le leadership qui a le plus manqué au Cameroun.
j'ai des arguments pour le soutenir. Ça fait 42 ans que j'ai observé le Cameroun et j'ai observé le monde. De la SNI, de créer des projets, du cockpit de pilotage de l'avion Cameroun, c'est-à-dire au cabinet civil, que dans ma vie de consultant international, quand on me demande aujourd'hui, les gens sont en train de dire, les jeunes gens parlent, on n'a pas de soutien, on n'a pas ceci, on n'a pas de microcrédit, on ne peut pas. Je leur réponds, c'est les institutions politiques. C'est la cause des institutions politiques. Tous ceux qui pensent que c'est la cause de l'économie se trompent. Pourquoi? Parce que la racine du mal est d'abord politique. Vous ne pouvez pas venir donner un conseil de réforme économique à quelqu'un qui perçoit cette réforme économique comme une menace à ses privilèges du moment. C'est pour ça d'ailleurs que, et c'est documenté, les réformes économiques proposées, que ce soit par la Banque mondiale, par le FMI, et ainsi de suite, ne pouvaient pas marcher au Cameroun et ailleurs, parce qu'elles sont proposées à des gens qui ont le moins intérêt à les mettre en place, c'est-à-dire des acteurs politiques. Donc, s'il y a la racine du mal est politique, et s'il y a un endroit où on doit commencer par réformer le système politique. C'est pour ça que quand les gens disaient il faut tourner la page, je disais, mais tourner la page de l'essentiel, vous ne pouvez pas tourner la page de l'essentiel. Vous voyez, vous ne pouvez pas tourner la page de l'essentiel. L'essentiel, that's why we're in a deadlock, and the deadlock is a political deadlock. And the root cause of Cameroon's problem, the root cause of Cameroon chaos is mainly political, because you have built a kind of extractive institution whereby concentrating all the political powers in the hand of a single person without a system of checks and balances. As long as this system will not be reformed, as long as at the core of this system, the electoral process will not be changed and reformed, we won't go anywhere. We will remain in that deadlock. Il faut comprendre que c'est ça la racine du mal. Et il faut donc changer cela. Une fois que cela est dit, je vais aller au bilan opérationnel. Face aux menaces diverses dont nous avons été l'objet de la part des autorités, chers donateurs, chers bénévoles, chers amis, je vous avais dit dans un entretien avec Jean-Bruno Tanier que rien ne m'empêchera de porter secours à mes compatriotes menacés par le coronavirus. Et je suis heureux de vous dire que nous avons tenu ce pari et on va continuer de le tenir. I told you that nothing will prevent me to rescue my dear compatriots exposed to the devastating effects of the coronavirus, COVID-19. That will be near to them, close to them, to rescue them. And I'm really happy that we did it and we made it. Alors, je vais vous donner simplement un bilan d'étape parce qu'on n'a pas fini. Et ça va aller vite. À fin août de ce mois, début septembre, nous aurons distribué dans les 10 régions du pays 630 000 masques, 139 000 flacons de gel de 500 millilitres et du matériel médical dans les 10 régions du pays. Comme il y a des comptables parmi les gens qui m'écoutent, vous allez avoir que les 630 000 masques feront pratiquement
dans les 200 millions de francs CFA. Mais je vais revenir encore là-dessus de manière précise. La distribution des masques et des gels, les 139 000 flacons de gel de 500 ml représentaient 178 millions de francs CFA. Mais je reviendrai tout à l'heure sur le bilan financier en détail. La distribution des masques et des gels de fabrication locale s'est faite en 2 étapes. Au mois d'avril, près de 320 000 masques ont été distribués dans les 10 régions du Cameroun et principalement dans les villes où les médecins avaient identifié en premier l'apparition du virus. Il y a eu 100 000 flacons de gel qui avaient été distribués également et il nous en reste un stock. Donc, c'est cela que nous allons distribuer dans les prochains jours. Distribution de 310 000 masques, plus de 39 000 flacons de gel hydroalcoolique et du savon dans les 10 régions et plus particulièrement dans des localités ciblées et des communautés ciblées comme vulnérables. Nous venons naturellement de terminer, comme vous l'avez vu, la distribution des équipements médicaux dans une quarantaine de centres médicalisés dans les 10 régions. Je pense que pour une valeur de 64 000 €, je pense que les médecins en ont parlé suffisamment. Plus de 95% des opérations effectuées l'ont été sous contrat avec des fabricants, des fournisseurs et des prestataires de services. De telle sorte que les comptables et les auditeurs de la SCSI disposent de toutes les pièces justificatives. Et je crois que ce sera sur les sites. Je tiendrai à ce qu'une fois que ce rapport soit sur les sites, consultable par tout le monde. Au moment où je vous parle, les auditeurs, messieurs Moïse Tchamboumi et Salomon Eba, ont reçu les contrats relatifs à la fabrication des masques et des gels, c'est-à-dire près de 90% des opérations. Ils recevront au cours des prochains jours les documents contractuels et financiers, c'est-à-dire les factures, les reçus de paiement, n'est-ce pas, relatifs aux opérations de transport, de logistique et de communication. Parce qu'en fait, imaginez-vous que tous ces factures, tous ces bouts de papier, eux étant de l'autre côté, il nous faut les scanner, les numériser, de manière à les transmettre ça électroniquement. C'est un travail, un gros travail. Mais comme ils tiennent à voir les factures, on leur enverra ça. Au plan financier, voici le bilan global et détaillé. Le montant global collecté sur les plateformes est de 1 120 000 € à cette date. 1 120 000 € à cette date. Le montant transmis au Cameroun est de 577 347,06 €. C'est que nous avons reçu au Cameroun. 577 347,06 €. L'équipement médical a été directement commandé en Chine et en Italie et payé directement à partir du compte euro. C'est pour ça que je ne le compte pas comme montant reçu ici. Et je vais le compter tout à l'heure parmi les encaissements. Vous comprenez? Mais nous n'avons pas encaissé ce montant directement ici. Il a été payé directement à partir du compte là-bas. Donc, au niveau des ressources que nous avons mobilisées pour leur utilisation, nous avons mobilisé pratiquement 634 282 €. Pourquoi? Si je compte ce que nous avons reçu, 577 347,06, plus les 55 049 € pour l'achat de matériel et le transport jusqu'ici, n'est-ce pas? Ça fait 634 282 €. Sachez que la douane associée à ce matériel a été nécessairement payée ici. Ça va de soi. Elle est de 6,4 millions. 6,4 millions de francs CFA. Il faut se souvenir que plus d'une vingtaine de millions de francs CFA de dons en espèces ont été bloqués sur les comptes Mobile Money du MRC au Cameroun. Cette action malencontreuse du gouvernement a totalement découragé
les contributions locales, les donateurs ayant pris peur d'être menacés directement par le régime. Mais nous avons intenté un procès parce que cette saisine, ce blocage des comptes du MRC est illégal. En termes d'utilisation maintenant de ces ressources, c'est-à-dire de 634 282 euros, comment ils ont été utilisés? Les masques ont représenté 158 700 francs CFA, 158 700 000 francs CFA, c'est-à-dire comme ils sont là-bas, ils ont les euros, je vais donner les chiffres en euros. Ça fait 241 958 euros. Les gels hydroélectriques font 271 383 euros. Le matériel médical, douane inclus, 42 507 000 francs CFA, en euros, 64 807 euros. Transport et logistique, 18 852 euros. Transport logistique, 7 877 euros pour la dernière opération concernant le matériel médical. Les opérations de com et médias, 3 865 euros. Matériel et accessoires informatiques, 3 061 euros. Les divers, 11 959 euros, soit un total de décaissement de 623 762 euros. Nous avons en caisse aujourd'hui 6,9 millions de francs CFA, c'est-à-dire 10 520 euros. Ça fait un grand total de 634 282 euros. En fait, quand je dis divers, il faut savoir que pour les 11 959 euros, ça inclut les frais d'avocat, les frais de subsistance des détenus qui étaient, personnes qui étaient détenues, le déplacement de un de nos généraux, que je dois remercier spécialement parce qu'il n'était pas là. C'est Alain Fouet. C'est vraiment un général au front. C'est un général au front. C'est pour ça que je me réservais à cet endroit. Je vais adresser un merci spécial parce que les détenus qui sont là dans ces prisons, partout, reçoivent ces visites. Vous savez, un détenu qui ne reçoit pas la visite de quelqu'un, un détenu qui ne mange pas, c'est un détenu qui va être démoralisé. Et Alain Fauvet, très souvent, vous rentre sa voiture, il vient ici, il cherche les moyens, il va exactement sur le terrain, souvent il prend au pot, il s'envoie à... Il vient ici, il mange à peine quelque chose, après immédiatement il est sur le terrain. Il prend la voiture, avec ils sont déjà à Ebolova et ainsi de suite. Je dois lui dire un merci spécial pour ce travail. Et je pense que vous le voyez sur tous les théâtres d'opération. Sur tous les théâtres d'opération. Quand il a fini ici, à peine 5 heures, 4 heures plus tard, vous appelez seulement qu'il est en concert. À peine c'est fini en concert, il est à la fin. Donc, le déplacement est toujours la cette rubrique, l'hébergement des personnels en mission et diverses, l'éducation de véhicules, la restauration, les réparations de véhicules, fabrication de palettes pour stockage. Vous aurez tous les détails dans cette rubrique. Les frais d'entreposage auraient pu nous coûter, j'ai mentionné pour mémoire, mais les espaces d'entreposage ont été mis à disposition, n'est-ce pas, tout à fait gracieusement par nos membres. Voilà. Je vais vous dire maintenant en termes de pourcentage pour ces décaissements. Le total des décaissements qui fait 623 762 euros, total des décaissements. Les masques ont représenté 3,30, non, pardon, les masques ont représenté 38,8%, 38,8%. 38,8%. Les gels hydroalcooliques ont représenté 43,5%. Le
matériel médical, douane inclus ont représenté 10,4%. C'est-à-dire que la rubrique des produits barrières et matériel médical a représenté 93%. Et les 7% représentent le reste, c'est-à-dire transport logistique comme matériel et accessoires informatiques, plus de dépenses diverses, 7%. Donc, sur le total des décaissements que je viens de vous donner, 93% sont allés aux produits barrières et matériel médical. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons encore le solde créditeur 86 980 €. Ce montant 76 230 €. Parce que pour régler le solde des 310 000 masques supplémentaires que nous avons fait fabriquer déjà, mais qui porteront le total des masques à ce que je vous donnais tout à l'heure, 630 000 €. Donc il faudrait enlever 76 230 €, de manière que le solde véritablement disponible, dont il faudra voir l'utilisation maintenant, n'est-ce pas, est de 410 759 €. 410 759 € de disponible. Mais pas de disponible ici. Ce n'est pas nous qui avons ça ici. C'est disponible sur nos comptes européens. 59 €. Donc, je vais maintenant aux perspectives. Ça, ce sera le mot de la fin de nos perspectives. Je dois dire que l'élan de solidarité soulevé par cette initiative est une réussite de voir que les Camerounais se mettent ensemble. Les gens tout à l'heure ont dit que je suis content de voir qu'il nous faut rester solidaires au-delà de notre petite manœuvre de diversion, on veut nous diviser pour rien. Cet élan de solidarité a produit une énergie simplement extraordinaire. Et le succès a été tel que les gens ont commencé à demander, il faut continuer. Tout à fait. Il faut continuer. Mais je voudrais rappeler, dire une chose. Ce n'est pas qu'on continuera. Mais que face à l'objection d'une initiative illégale, l'argument qu'on a utilisé, nous étions là face à une urgence. Il y a incendie, on ne peut pas faire non-assistance à personne en danger. Dans le cas de l'éboulement à Bafoussam-Mangouadje, on ne veut pas d'abord aller enregistrer des statuts pour porter secours aux gens. L'argument que nous avons utilisé. Dans un contexte de pandémie du Covid-19, n'est-ce pas, où on voyait que les Camerounais étaient exposés à ces effets néfastes. Il nous fallait agir immédiatement. La mobilisation des fonds elle-même a obéi à cette logique d'urgence. Et je dois également vous dire que nous bénéficions, n'est-ce pas, du soutien internationaux. Je ne veux pas les citer, que ce soit, enfin, pour les citer, que ce soit l'OMS et d'autres organisations, qui disaient aux autorités que vous ne pouvez pas, dans un contexte de se mettre ensemble, commencer à vous attaquer aux gens qui sont en train de porter secours aux populations. Donc, cette logique d'urgence, cette logique de la pandémie, du Covid-19, des effets dévastateurs, n'est-ce pas, était ce contexte-là. Que, comme je viens de le dire, l'initiative n'est pas terminée. Nous allons continuer à déployer d'autres projets d'assistance à des communautés ou à des populations cibles. Se préparer
à ce qu'elle s'arrête à un moment donné. Bref, dans cette logique d'urgence, il faut tirer des enseignements dans une perspective de durabilité et de soutenabilité. Cela aura naturellement des implications légales, managériales et financières différentes. Il faut bien se rendre compte que nombre d'entre nous aujourd'hui ont dû arrêter leurs activités principales et se consacrer essentiellement à cette activité-là. Des bureaux même nous ont été prêtés. Des entrepôts, comme je le disais tout à l'heure, ont été mis gracieusement à notre disposition. Il va de soi que si nous devons envisager une initiative pérenne, peut-être dans le cadre humanitaire, il faut qu'on réfléchisse aux conditions de pouvoir mettre en place une organisation appropriée, une gestion appropriée et naturellement un système de mobilisation des fonds également approprié. Mais là où nous sommes arrêtés, où il y a d'autres activités qu'on va annoncer bientôt, déjà on annonce la distribution, on va annoncer, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure ce qu'on va faire, mais on va encore annoncer d'autres initiatives. Vous voyez bien, de l'argent, on a géré ça de manière qu'il nous en reste encore pour réorienter l'utilisation des fonds. Donc voilà, je ne vais pas être long, tout le monde a pu parler. Encore une fois, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cet élan. Let's keep the faith in the future and for the brightest future of Cameroon. Thank you very much. Thank you so much, Mr. President. Thank you for your patience. Merci d'avoir consacré ces moments d'édification des contributeurs, des donateurs. Merci de l'emploi des volontaires. Nous donnons rendez-vous à tous nos followers la semaine prochaine. Nous allons reprendre notre rythme normal. Le talk du samedi. Merci d'avoir été avec nous et bon week-end.